Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Judaïka, nous sommes le vendredi 26 août, il est 8h et comme tous les vendredis à cette heure-ci, c'est l'heure de Bruxelles Métula avec Stéphane Dufart. Stéphane, bonjour. Ouais, bonjour Jim et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, on n'a pas eu la chance de vous avoir la semaine dernière pour des petits soucis techniques. Cette semaine, vous êtes avec nous. On va prendre le temps d'analyser toute l'actualité internationale, celle du Moyen-Orient. On parlera aussi un peu de foot israélien, ça devient presque une habitude. C'est que c'est une bonne nouvelle pour le foot israélien. Stéphane, on va tout de suite commencer avec l'actualité syrienne et cette bataille de Jarablus. On a vu les Turcs, mais aussi les Américains fanfaronner sur ce qu'ils ont appelé cette belle victoire ces 2 derniers jours. Stéphane, pourtant, du côté de la MENA, vous publiez un article hier où, je vous cite, vous dites « La bataille de Jarablus n'a pas eu lieu ». Alors Stéphane, avant de rentrer dans l'analyse, on va tout de suite parler des faits. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer pourquoi, selon vous, cette bataille n'a pas eu lieu ? Parce que l'offensive turque a commencé mardi à 4h du matin. Et quelques heures plus tard, eh bien, comme vous l'avez dit, les miliciens, c'était à la fois des soldats de l'armée turque et puis toutes sortes de volontaires récupérés, notamment des gens qui combattaient dans les rangs d'Al-Qaïda, qui ont été récupérés par l'armée turque. C'est quand même assez significatif. Eh bien, ces gens qui avaient revêtu pour l'occasion l'uniforme ou les signes distinctifs de l'armée syrienne libre sont entrés après des bombardements d'artillerie et des bombardements d'aviation, notamment de l'aviation américaine, dans cette ville clé de Jarablus qui se situe contre la frontière turque d'un côté, et également adossé à l'Euphrate et à la partie du Rojava, c'est-à-dire la partie kurde de l'autre côté de l'Euphrate. Et on s'attendait à la plus grande bataille de cette guerre civile syrienne, puisque Monsieur Recep Erdogan, le président turc, avait déclaré qu'il pénétrait en Syrie pour éliminer Daesh, ISIS. Donc les observateurs, y compris notre reporter sur place, pervers et mal, étaient aux premières loges pour voir cette bataille. Et eh bien cette bataille n'a pas eu lieu. C'est-à-dire qu'en quelques heures, les Turcs et les Américains ont bombardé une ville quasiment vide. Je dis quasiment parce qu'il y avait des civils. Ils ont quand même réussi à tuer 50 civils. Mais pour savoir plus précisément de quoi je parle, Jim et vous aussi, les auditeurs, pendant cette attaque d'une ville qui comptait tout de même 15 000 personnes, et en tout cas 2000 combattants de l'État islamique, eh bien les Turcs ont eu un mort. C'est sûrement quelqu'un qui a eu un accident de voiture, mais on n'a pas combattu à Jarablus. Et pire que cela, il y a eu un accord entre les Turcs et les gens de l'État islamique pour laisser partir les miliciens de l'État islamique. Ils ont parcouru cette même journée, donc ils ont été avertis par la Turquie que les Turcs aidés de la coalition internationale, j'ai parlé des Américains, mais ça comptait également les Français, les Anglais, etc. Eh bien, la fuite des miliciens de Daesh, de l'État islamique, a eu lieu sur une centaine de kilomètres vers la ville de Al-Bab. Une centaine de kilomètres, Jim, pendant qu'ils ont parcouru sans être protégés contre l'aviation, contre les obus. C'est-à-dire que si les Turcs et surtout la coalition anti-Daesh avaient réellement eu l'intention de combattre Daesh, ils avaient ici l'occasion, ce mardi, de détruire 2000 combattants de Daesh. Ça aurait été un tournant extrême dans la guerre. Mais en fait, ils les ont laissés partir. Ils se sont arrangés avec Daesh. Et aujourd'hui, ils ont une nouvelle cible qui sont les Kurdes, qui sont les alliés de la coalition internationale, qui sont les fantassins, la force avec laquelle, 2 jours auparavant, les Américains et les Européens reprenaient la ville de Manbij, elle aussi aux mains de Daesh, mais la ville de Manbij, il a fallu 75 jours d'un combat acharné, 4200 morts dans les rangs des miliciens de Daesh et 300
chez les Kurdes pour l'enlever. Ces villes sont très comparables, elles sont à 30 kilomètres l'une de l'autre, et ça illustre très bien mon propos pour dire que la bataille de Jarabulus n'a pas eu lieu, et c'est une honte extraordinaire pour la coalition internationale. La Turquie, on le sait, veut faire la guerre aux Kurdes. D'ailleurs, hier, le président Erdogan a été encore plus clair. Il a dit textuellement les choses parce qu'il se sent tellement fort de son fait qu'il n'a même plus besoin de mentir. Il a dit la Turquie est réellement entrée en Syrie, non pour combattre Daesh, mais pour combattre les Kurdes. Alors bien évidemment, ce genre, on a l'habitude, hein, ce genre d'information n'arrive pas en Europe occidentale, n'arrive pas aux États-Unis, elle est bloquée sur le chemin, mais c'est aujourd'hui la vérité. On va en parler, je pense, dans quelques instants. Je vois que vous avez une question à poser, mais au niveau stratégique, cette bataille qui n'a pas eu lieu a un impact absolument extraordinaire, Jim. Alors Stéphane, voilà pour les faits. On sait, hein, c'est le genre d'information qui peut surprendre certains de nos éditeurs parce qu'on l'entend pas souvent, mais il faut l'avouer aussi que ça arrive de manière assez régulière, hein, Stéphane, que vous nous donniez une information et qu'on l'entende parfois une semaine, 2 semaines, voire un mois après sur les médias un peu plus mainstream. Alors Stéphane, une question, ça paraît un peu plus simple de comprendre le rôle trouble de la Turquie avec les Kurdes, avec l'État islamique, avec sa frontière un peu poreuse. Mais Stéphane, là, vous mettez les États-Unis dans le même sac que la Turquie. Quel est l'intérêt des Américains de laisser partir ces troupes de Daesh et de monter un subterfuge à ce point-là? Ils ont un simple intérêt. Ils jouent la carte turque, comme ils jouent d'ailleurs la carte iranienne. Et pour eux, les relations avec la Turquie, même et en dépit du fait qu'on a vu que Erdogan est surtout le bourreau de la presse libre, le bourreau des libertés individuelles en Turquie, vu la répression totalement disproportionnée qui a suivi la tentative de coup d'État chez lui, eh bien, il n'empêche que la Maison-Blanche et Barack Obama ont préféré les relations entre les États-Unis et la Turquie au fait d'avoir, on va être encore plus simple, au fait de vaincre Daesh, que ce soit en Syrie ou en Irak. Parce qu'il se passe quelque chose au niveau stratégique qui est presque incroyable. La coalition internationale n'a pas de soldats au sol. Elle a des commandos de l'ordre de 10, 20, 30 soldats très aguerris qui interviennent ici et là sur les sols syriens et irakiens pour forcer le sort d'une bataille, d'un affrontement localisé. Mais les hommes qui se battent au sol en Syrie contre Daesh, ce sont uniquement des Kurdes, des unités de défense populaire. C'est eux qui ont pris Manbij, c'est eux qui ont libéré Kobané, c'est eux qui se battent contre Daesh dans la région de Raqqa, la capitale autoproclamée du califat islamique. Alors maintenant, les Américains, il faut bien l'entendre, ont exigé à partir d'Ankara des Kurdes qu'ils retraversent l'Euphrate, c'est-à-dire que ils viennent de terminer cette offensive de 75 jours du côté ouest de l'Euphrate pour essayer d'empêcher qu'il y ait un contact direct entre la Turquie et Daesh, parce que Daesh reçoit toutes ses armes, toutes ses munitions, tous ses volontaires, tout son argent de la Turquie. Donc l'idée stratégique, c'était de couper la Turquie de Daesh. Eh bien, l'Amérique a fait exactement le contraire. Elle est en train de réouvrir, d'élargir les contacts entre la Turquie et Daesh et de virer ceux qui peuvent les en empêcher ce contact. Et ils demandent pas, ils exigent dans des termes qui sont terriblement durs par rapport à leurs alliés, exigent des Kurdes qu'ils retraversent l'Euphrate en direction de l'Est avec des menaces très précises dans un langage qui est pas du tout diplomatique ni amical et ce qui fait une chose, on arrive au point où on est absolument certain que les Kurdes vont sortir de cette alliance avec la coalition internationale. C'est-à-dire, et c'est le point le plus important, évidemment il y a eu trahison, évidemment ça rompt l'esprit chevaleresque s'il en reste,
des relations entre les nations. Évidemment, sentimentalement, ceux qui suivent cette guerre sont outrés par le comportement des Occidentaux aux côtés du demi-dictateur Erdogan. Ça, ce sont des faits. Mais il y a un fait qui est plus important. L'Europe et les États-Unis ont envoyé une coalition, notamment de nombreux avions, pour battre, pour terrasser, pour neutraliser Daesh, notamment en Syrie. Donc eux, ils s'occupaient d'attaquer Daesh depuis les airs, et depuis le sol, ils se servaient des Kurdes, des YPG, des forces kurdes, pour neutraliser, pour combattre, pour faire reculer Daesh. Alors aujourd'hui, puisqu'ils ont rompu cette alliance avec les Kurdes vont pas aider la coalition internationale à prendre Raqqa. Et s'ils ne le font pas, eh bien tout simplement, il n'y a aucune force au sol qui est capable de combattre Daesh. Aucune force. Ça veut dire que l'opération d'hier à Jarablus fait en sorte que la coalition internationale ne va pas, et je répète, ne va pas. Elle a été montée pour neutraliser Daesh, elle ne va pas neutraliser Daesh, elle a donné une police d'assurance vie à Daesh, tout simplement parce qu'elle ne dispose d'aucune force au sol pour combattre Daesh. Alors Jim, il y a bien une autre possibilité qui serait d'envoyer 2 divisions, c'est-à-dire environ 20 000 soldats européens, dont belges d'ailleurs, français, allemands, etc., pour remplacer les Kurdes. Mais j'entends déjà les sourires, notamment autour du Parlement européen. Aucun pays européen n'a envie d'entrer dans ce bourbier, et aucun soldat européen, c'est-à-dire fantassin, c'est-à-dire infanterie, c'est-à-dire char d'assaut, ne va être envoyé en Syrie. C'est-à-dire qu'hier, dans cette manœuvre absolument délétère, eh bien, l'Amérique et l'Europe ont donné à Daesh les coudées franches, et Daesh va rester sur cette scène syrienne et irakienne pour encore de longues années, simplement pour sauver les relations entre l'Amérique et la Turquie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Stéphane Sarjoin, une dernière question que j'aimerais vous poser sur le sujet qui est peut-être un peu plus large. J'aimerais vous citer, c'est une de mes activités préférées dans Bruxelles-Métula le vendredi matin. Barack Obama et Recep Erdogan, sous les bêlements des chèvres européennes, viennent de sauver la vie du califat islamique. Alors Stéphane, c'est une accusation assez grave, mais comme il y a dans chaque guerre, est-ce que ce conflit syrien, est-ce que ce conflit avec l'État islamique, ça profite aux Américains d'une certaine manière ? Absolument pas, absolument pas. Les Américains doivent y faire les arbitres, mais bon, il y a toujours des rumeurs populistes plus que populaires qui disent qu'il y a du pétrole et que l'Amérique, par exemple, a fait la guerre d'Irak pour s'emparer des puits de pétrole irakiens et d'autres richesses de ce pays. Mais quand on fait le bilan quelques années plus tard, eh bien, il y a surtout eu des morts américains dans l'invasion de l'Irak, et dans la nécessité de chasser Saddam Hussein du pouvoir. Et très rapidement, ils ont rendu aux Irakiens le bénéfice des revenus du pétrole. Là, on est dans une situation où il n'y a pas de pétrole, ou très très peu dans cette région de la Syrie. C'est seulement de rencontrer des ennuis, des embêtements. D'autres seraient plus grossiers, parce que tout le monde se bat contre tout le monde. Hein. On n'a jamais eu une telle concentration de forces étrangères. On a, comme on a dit, les avions, l'aviation de la coalition internationale occidentale. On a les Russes, on a les Iraniens qui sont présents sur le terrain, puis on a les 27 communautés syriennes qui se battent les unes contre les autres. Je crois qu'on a déjà fait le décompte ensemble il y a quelques mois, mais on était à 56 organisations armées qui vont de 500 combattants à 40 000 combattants. Eh bien, ça a encore augmenté. Dans le conflit régionalisé du nord de la Syrie autour de Jarablus, nous, on a compté pas moins de 67 organisations armées qui s'allient les unes aux autres une journée, et puis le lendemain qui se font la guerre. Par exemple, l'armée syrienne libre et les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire les Kurdes, étaient très amis et alliés dans des opérations anti-régime jusqu'il y a peu de temps. Et aujourd'hui, on a appris que déjà, c'est-à-dire 2 jours après cette fausse bataille de Jarablus, eh bien, les Turcs et l'armée syrienne libre
et les Kurdes sont en train de se combattre, et c'est très dangereux. On a appris une autre chose cette semaine, c'est dans une autre ville du Rojava, donc du territoire kurde, à Saké. Eh bien, il y a eu 7 jours de combat entre l'armée régulière, donc l'armée alaouite, l'armée de Bachar al-Assad et les Kurdes. Ça s'est terminé là aussi par une victoire des Kurdes, c'est-à-dire que les soldats du régime ont dû quitter à Saké, mais jusqu'à une semaine auparavant, eh bien, Bachar al-Assad et les Kurdes s'entendaient très bien. Puis le dernier rebondissement en date, qui est lié à ce qui s'est passé cette semaine dans la région de Jarablus, eh bien, c'est le rabibochage entre Bachar al-Assad et Recep Erdogan. La semaine prochaine, il va y avoir une rencontre entre les Syriens et les Turcs à Ankara. Il y a 2 semaines, c'était impensable. Les 2 leaders se souhaitaient la mort l'un de l'autre, et plus que cela encore, promettaient de mettre à bas le régime l'un de l'autre et de se faire une guerre à outrance. Et maintenant, ils sont en train de s'allier contre les Kurdes dans une sorte de grande nouvelle alliance qui inclut également les Iraniens et malheureusement les Occidentaux aussi. Donc c'est une situation qui est toujours très fluide. Et puis ce qu'on oublie aussi, nous c'est jamais la première page. La première page, les premières informations, c'est sur ce qui se passe sur le terrain, parce que c'est de la guerre dont dépendent les malheurs et la misère et les problèmes humanitaires. Mais au niveau humanitaire, on a dépassé les 550 000 morts en 6 ans de guerre civile, souvent dans des conditions absolument abominables. Sur 27 millions d'habitants, Jim, eh bien, il y en a 9 qui ont quitté, qui ont fui la Syrie. C'est énorme comme proportion. Et puis ils ont fui la Syrie pour aller chez vous, pour aller en Europe occidentale. Ça déséquilibre également les rapports politiques chez vous, avec partout quand il y a des élections une montée assez phénoménale de l'extrême droite. Donc cette guerre est réellement un poison, comme toutes les guerres, et particulièrement les guerres civiles. Et la péripétie, l'épisode de mardi dernier est peut-être d'abord en acte d'infamie. Une traîtrise dans le dos de ses alliés, c'est toujours en acte d'infamie. Et puis surtout, ce qu'on voit ici, ce que nos spécialistes distinguent, eh bien, c'est peut-être maintenant uniquement que va commencer la guerre de Syrie. Et puis tous ces morts, ces 6 ans de combat ne sont peut-être que l'introduction à cette guerre civile, parce que maintenant les forces en présence, tant du côté occidental, turc, syrien, kurde, iranien, sont tous impliqués avec des moyens absolument extraordinaires et sans qu'aucune des forces présentes sur le terrain n'ait les capacités militaires de terrasser l'autre, c'est-à-dire de terminer cette guerre. Et c'est pour cela qu'à notre avis, elle va encore s'endurcir, faire plus de victimes, et surtout, après la fausse attaque de Jarablus, durer encore de nombreuses années. Stéphane, on le sait, le conflit syrien est souvent tristement passionnant. On y reviendra évidemment dans le courant de nos prochains entretiens tous les vendredis matins. C'est la rentrée sur Radio Judaïka la semaine prochaine. Mais rien ne change avec vous, Stéphane, le vendredi. Vous serez toujours là entre 8h et 8h20. Alors Stéphane, il nous reste 1 minute. On va prendre un peu plus de temps. Vous n'étiez pas là la semaine dernière, on peut se le permettre. On va parler un peu football, Stéphane, si vous le voulez bien, avec des résultats israéliens en Champions League et en Europa League. On commence avec la Champions League et l'Hapoel Beersheva qui a cru. Ils avaient perdu 5-2 au match aller. Ils devaient donc s'imposer par 3-0. C'était 2-0 juste après la mi-temps. Ça aurait pu le faire et malheureusement, les Israéliens n'ont pas réussi à marquer ce dernier but qui aurait pu leur apporter une qualification historique. Ouais, on va peut-être préciser quand même que c'était contre le Celtic de Glasgow, donc le champion d'Écosse. Effectivement, une grosse défaite dans un match un petit peu bizarre à Glasgow il y a une semaine, et un très beau match à Beersheva cette semaine, ce mardi, avec de nombreuses occasions, avec une seule équipe sur le terrain, il faut le dire, c'était l'Hapoel Beersheva, avec un penalty manqué de la part de Beersheva.
Ils avaient vraiment la victoire dans la main. Je crois qu'au niveau de la possession de la balle, on était à 75-25. Quand même contre Celtic de Glasgow, une équipe qui a des moyens qui sont environ 7 ou 8 fois plus importants au niveau financier qu'Hapoel Be'er-Sheva. C'est une sortie très digne, mais l'entraîneur que je connais bien, Barak Bahar, et les joueurs étaient en larmes parce qu'ils sont vraiment arrivés à quelques centimètres de la qualification dans l'épreuve reine des clubs européens, la Ligue des Champions, mais ils joueront tout de même cette saison. Ils joueront dans la Ligue Europa. Ils sont directement qualifiés pour la phase des poules et c'est une bonne nouvelle parce qu'ils ont une très bonne équipe à Hapoel Be'er-Sheva. Ce sont mes favoris en tout cas pour le championnat israélien cette année. Et une autre bonne nouvelle, c'est qu'ils vont rencontrer dans cette Ligue Europa le Maccabi Tel Aviv. Le Maccabi Tel Aviv qui discutait les barrages de cette Ligue Europa hier en Croatie face au Hajduk Split. Alors Tel Aviv avait gagné à Netanya parce que le stade de Tel Aviv est en réfection dans le très beau nouveau stade de Netanya. Et ils avaient battu Hajduk Split il y a une semaine par 2-1. Et malheureusement hier, ils ont perdu 2-1 à Split. Et on a donc eu recours à des prolongations qui n'ont rien donné. C'était assez drôle à voir à la télévision. Les joueurs étaient absolument terrassés par la fatigue. Ils étaient plus capables, dans les deux équipes d'ailleurs, de faire une bonne passe. Ça s'est décidé au tir au but, des tirs au but absolument dramatiques également. Les deux équipes manquant 4 pénaltys de suite, des tirs dans les nuages, des tirs sur le gardien. Enfin, c'était vraiment pas d'un très grand niveau. Maccabi Tel Aviv a pas bien joué, mais elle a réussi à se qualifier au tir au but par 6-5. Elle rejoint donc Hapoel Be'er-Sheva dans la phase des poules. C'est très respectable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu deux équipes dans cette phase, dans la deuxième meilleure compétition européenne. Et puis, brièvement, le troisième match auquel participait une équipe israélienne, c'était le Beitar Yerushalayim, le Beitar Jérusalem, qui se déplaçait dans le chaudron de Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. Pour Jérusalem, les calculs étaient assez simples. Ils avaient perdu à Jérusalem 2-1 contre Saint-Étienne. Il fallait qu'ils gagnent par 2-0 pour se qualifier ou par 2-1 pour aller en prolongation. Ils ne l'ont pas fait. Mais ils ont disputé une très bonne rencontre face à une des meilleures équipes de France. Ça s'est terminé par 0-0, mais avec beaucoup d'occasions pour les Hiérosulamiens. Des Stéphanois réduits à 10 aussi, avec l'exclusion de leur gardien juste avant la mi-temps. Absolument, le gardien Ruffier qui a donné un méchant coup de poing à Itai Scherter dans le dos. Et l'arbitre n'a pas hésité à le sortir. Ça encore un peu changé la physionomie de la rencontre. Ça a assis la domination stérile des joueurs de Jérusalem. C'est une élimination très digne. On a été surpris par la qualité du jeu du Beitar et les commentaires également de la part des journaux sportifs français le soulignent. Ils ont fait au moins un jeu égal avec Saint-Étienne, avec tout de même 2 ou 3 actions de Saint-Étienne qui se sont terminées par un duel entre le gardien et en avant de Saint-Étienne, au bénéfice du gardien Kleiman qui est en train de s'imposer comme le meilleur portier israélien. Avec une dernière nouvelle à propos de ce match, eh bien Atzili, dont on avait parlé il y a quelques semaines, qui est le meilleur joueur de Jérusalem, on l'a appris juste après le coup de sifflet final, est transféré au FC Grenade en Liga, c'est-à-dire la meilleure ligue espagnole. Et à notre avis, lui c'est le meilleur espoir, le meilleur talent israélien. Et, il va sans doute faire une carrière européenne qui commence par un bon club qui est le FC Grenade. Merci Stéphane pour toutes ces précisions footballistiques. 2 clubs israéliens en Europa League. Il y aura 4 clubs belges cette année. Il y aura le Standard, Genk, Gand et Anderlecht. Ça nous annonce peut-être de belles rencontres israélo-belges qu'on pourra analyser lors de ces Bruxelles-Métula. Le tirage au sort, c'est d'ailleurs ce midi, si je ne m'abuse. Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce Bruxelles-Métula. Je vous souhaite à tous en Belgique un merveilleux dernier week-end d'août. Et beaucoup d'ensoleillement
beaucoup de calme, beaucoup de paix et beaucoup d'amour, surtout beaucoup d'amour. À vous aussi Stéphane, excellent week-end à toute la rédaction de la Metula News Agency.